Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. Je reçois pour vous ce soir dans Check on Air Didier Akouete, président d'Afrique Search. C'est un chasseur de tête. En des mots moins pompeux, son job, c'est de rechercher des compétences africaines partout dans le monde et de les ramener en Afrique afin de contribuer efficacement à l'essor du continent. Comment y parvient-il? Quelles sont ses craintes, ses satisfactions? À ces questions et bien d'autres, il répond ce soir dans Check on Air. Didier Akouete, bonsoir. Bonsoir, Check. Alors, est-ce que j'aurais tort de dire que vous êtes quelque peu insaisissable en raison de vos nombreuses sollicitations? Alors, les nouvelles technologies permettent de toujours me localiser, de me trouver. C'est ça la facilité de l'exercice. Mais c'est vrai que par mon activité professionnelle, je suis un peu en mouvement. Bon, alors, bien de revues de référence vous placent dans le top 50 des Africains les plus actifs dans le monde. Qu'est-ce qui explique ce succès, d'après vous? Oh, vous savez, les classements, il faut toujours s'en méfier un petit peu. Ah bon? En tout cas, pour ma part, je crois que c'est d'abord le militantisme associatif que nous avons commencé très tôt dans les années 80 à Paris quand nous étions étudiants, avec un vrai désir de contribuer au changement de l'Afrique. Et c'est vrai, avec le temps, nous étions devenus un mouvement relativement connu en France par les étudiants africains, y compris un peu à l'extérieur, et ensuite par l'activité que je mène depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire remettre les talents africains au cœur du développement. Bon, bah ça me donne quelques parutions dans la presse et dans les médias qui peut-être exagèrent ce que je fais pour l'Afrique. Bon, d'accord. Alors, du mouvement associatif, on en parlera évidemment tout au long de cette émission, mais je propose qu'on parle de l'emploi, qui est votre terreau fertile. C'est votre gagne-pain, sauf avis contraire. Parlons-en. À vous entendre parler de l'emploi, notamment celui des jeunes sur le continent, on a froid dans le dos. Vous résumez la question en cette expression, je cite, la bombe à retardement. N'est-ce pas là une vision ultra pessimiste de la situation? Non, c'est une vision extrêmement réaliste. Vous avez à peu près 12 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année ou qui vont arriver. Et l'Afrique crée difficilement 3-4 millions d'emplois. Deuxièmement, il faut savoir que à peu près 80% des jeunes Africains sortent du système éducatif sans qualification. Et en plus vous progressez dans le système éducatif, plus vous avez la déperdition. Donc ça veut dire que quand vous arrivez dans les cycles supérieurs, vous avez à peine 10% des Africains qui arrivent jusque dans les cycles supérieurs. Je ne dis pas par là que ceux qui restent dans les cycles non supérieurs n'ont pas de qualification, mais le problème c'est que ces 90%, vu la structuration de nos systèmes éducatifs, ils n'ont pas de métier, ils ne savent pas faire grand-chose, et donc quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, peu d'entreprises arrivent à leur proposer des offres. Si vous conjuguez à cela le fait que nous avons des économies qui, malgré leur taux de croissance, qui ont été de presque 10% pendant 10 ans, ont créé peu d'emplois, vous êtes dans une situation d'asymétrie, c'est-à-dire une croissance forte et puis un chômage endémique qui continue de s'amplifier. Donc c'est vraiment ça la bombe, parce qu'il faut savoir que presque 70% des jeunes Africains ont moins de 25 ans. Et donc c'est la force vive. Et quand un jeune qui est oisif n'a pas de job, alors peut-être qu'il a étudié, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il s'exprime dans la rue, il cache tout, il est même prêt à prendre une Kalachnikov contre $100, comme on l'a vu dans le nord du Mali, parce que l'État est complètement absent, et donc situation de désespoir, et c'est vraiment ça la bombe. Ou alors quand vous regardez tous les jeunes qui quittent l'Afrique, se jettent dans la mer, c'est-à-dire que sur des bateaux de fortune, qui est devenu un cimetière incroyable d'Africains, eh ben, ça veut dire que nous sommes à un niveau de désespoir qui peut justifier des mouvements de contestation massifs. Et on l'a vu, le Burkina, le Gabon, le Togo, aujourd'hui encore. Absolument. Et donc nous sommes confrontés à une vraie bombe qui était silencieuse jusqu'à présent, mais qui va s'exprimer de manière très violente. Et donc c'est vraiment ça le danger. D'accord. Alors justement, on en parle, et les pieds dans le plat d'ailleurs. Vous battez en brèche tous les chiffres du chômage publiés par les gouvernements africains. C'est un leurre, pensez-vous, mais en des mots plus gentils. Oui, si vous voulez, les statistiques sont trompeuses. De la même manière qu'on parlait du taux de croissance, lorsqu'on nous dit on fait 7-8 points de croissance, si on ne le voit pas au quotidien, comme on dit dans la marmite ou le panier de la ménagère, c'est une croissance qui est une sorte de leurre. Quand vous avez 8 à 10 points de croissance, mais que vous n'arrivez pas à créer quelques centaines de milliers d'emplois, c'est une croissance en termes de leurre. Et du coup, la même statistique ou les mêmes statistiques s'appliquent aux jeunes qui sont en fait sans emploi. Si vous sortez dans les rues d'Abidjan, essayez d'interroger 100 jeunes. Sur les 100, vous verrez bien que 80-90% n'ont pas d'emploi. Alors maintenant,
la manière dont les statistiques traitent les données, c'est qu'on estime qu'un jeune qui est en activité, donc si vous faites le sondage, le jeune qui va vous garer votre voiture devant une banque, le Jocer de Nama, exactement, celui qui va vous vendre une recharge Orange au feu, on va dire, il a un emploi. La dame qui va vous vendre les beignets ou les halocons, on va dire, elle a un emploi. Donc, statistiquement, on considère que ce ne sont pas des populations en situation de chômage. Parce que ces personnes vivent avec au moins $1 par jour. C'est ce qu'on estime. Or, je retourne la question. En réalité, est-ce que ce jeune, cette maman, peut vivre raisonnablement avec ce dollar ou ces $2 par jour, où elle doit scolariser ses enfants, payer un loyer, payer son transport, et manger matin, se midi et soigner, soir. manger. Donc je dis, arrêtons de nous moquer du monde. Et là, on met le pied dans le plat. Ce n'est pas 10 à 15% de taux de chômage, c'est plutôt 80% de taux de chômage, parce qu'avec 1 à $2, je suis désolé, on ne vit pas. Même les employés qui sont au SMIC dans la sous-région, à qui on donne 40, 50 000 francs par mois, celui qui vient de Yopougon, qui travaille au plateau, qui travaille à la Riviera, il paie combien en transport chaque jour? Il lui reste combien quand il fait l'aller-retour? Donc, si on veut être sérieux avec les statistiques, il faut qu'on arrive en Afrique à se dire, écoutez, si on veut faire du développement avec ces niveaux de croissance, avec une population qui arrive à créer une classe moyenne, parce que c'est aussi ça l'enjeu, on dit, on va avoir 500 millions d'Africains dans la classe moyenne dans les années qui viennent. Enfin, dans la classe moyenne, c'est pas avec $2 par jour, c'est pas avec $3. Donc, le processus de développement se fait aussi avec le processus de développement des individus, et ça va aussi avec la croissance de revenus qui permet donc de consommer, de créer de la richesse, etc. Et donc, les statistiques sont extrêmement trompeuses en Afrique. Alors, vous avez pointé du doigt justement les chiffres de la croissance, et les gouvernements expliquent cela par le fait qu'ils ont investi plutôt sur du long terme. Autrement dit, les bénéfices de ces niveaux de croissance records devraient être ressentis, mettons, à l'horizon dans 10 ou 15 ans. Est-ce que ça vous satisfait comme réponse? Effectivement, c'est une réponse qui a du sens. Parce que quand on investit dans les infrastructures, comme on le fait massivement aujourd'hui en Afrique, les ponts, les routes, les ports, les aéroports, effectivement, ce sont des investissements à long terme qui, sur le coup, ne se traduisent pas forcément en croissance dans le quotidien des individus. Mais ce sont des investissements qui, c'est vrai, ont des retombées sur le long terme. En revanche, ce n'est pas incompatible avec des réponses sociales. Parce que la question qu'il faut se poser, pendant qu'on investit 10, 20, 30 milliards dans les infrastructures, il y a une réponse sociale à apporter aux plus démunis. C'est cela. Et la réponse sociale, elle va se traduire par l'accès à l'éducation, qui demande des ressources effectivement importantes, l'accès à la santé, l'accès au transport public, bref, tout ce qui permet aux individus de sentir un changement à minima dans leur vie. Et c'est cette réponse sociale qui fait défaut bien souvent. Donc, les populations, forcément, disent, vous faites des routes, vous faites des ponts, des aéroports, mais ma situation ne change pas. Je mets toujours 2 heures pour arriver en ville. Quand mon enfant est malade, je ne peux pas l'emmener à l'hôpital, parce que quand je vais à l'hôpital, on me demande de payer, je n'ai pas d'assurance universelle. Donc, c'est la réponse sociale qui doit être le complément des investissements massifs en infrastructure. Et ça, l'allocation des ressources de nos États doit permettre de juguler un peu ce déséquilibre. Et c'est tout à fait compréhensible. Je ne mange pas 3 fois par jour, mais on fait des ponts, je vois des grosses voitures se promener. Forcément, je ne comprends pas la croissance. Donc, la réponse aux attentes sociales devrait être donc la tare qui équilibre la balance. On marque une pause, il y a la pub. On revient juste derrière. Alors, en Afrique, en règle générale, on a plutôt tendance à toujours tout attendre de l'État, des gouvernements. C'est pas mauvais, d'ailleurs, d'attendre de tout de l'État, mais il faut aussi prendre des initiatives, dites-vous. Alors, que doit faire le jeune étudiant sans emploi qui trimballe sous le bras son parchemin, son diplôme? Vous avez à ce niveau-là des sortes de recettes magiques, on peut le dire. Recettes magiques, n'exagérons rien. Bon, en tout cas, sur le premier volet, c'est vrai, l'État ne peut plus apporter les réponses qu'il pouvait apporter dans le passé. Ce qu'on appelait l'État-providence, c'est un peu terminé. Et vous vous souvenez, dans nos pays, en particulier francophones, c'est l'État qui offrait les emplois aux diplômés dans les années 60-70. Et après les plans d'ajustement structurel, on a bien vu que l'État n'avait plus les moyens d'absorber tous ces jeunes qui arrivaient sur le marché. C'est cela. Donc aujourd'hui, un jeune qui est formé, c'est ça d'abord le prérequis. Absolument. Qui veut bien formé. Oui, de préférence. Ou en tout cas qui a une formation. D'accord. La première des choses, c'est déjà qu'il analyse son environnement. C'est-à-dire, je suis formé dans un domaine,
qu'est-ce que le marché offre en termes d'opportunités, soit d'emploi ou de création d'opportunités pour moi-même. En d'autres termes, imaginons, En français facile. je suis en classe de 3e, j'ai un niveau de EPC, j'ai quitté l'école. A priori, j'ai pas beaucoup de compétences. Mais je sais lire, je sais réfléchir, je sais raisonner. Je regarde dans mon quartier qu'il y a des pressings qui se créent ou que les voitures qui doivent se stationner n'ont pas d'aire de stationnement ou les problèmes de chauffeurs. Bref, j'analyse l'environnement pour essayer de comprendre de quoi l'environnement a besoin. Quand j'ai analysé l'environnement, est-ce que je suis capable d'apporter une réponse? Donc, imaginons, je constate que il n'y a pas de station de lavage de voitures, c'est un exemple comme un autre, hein, ou que pour s'approvisionner en pain, il faut faire des kilomètres parce qu'il n'y a pas une boulangerie à proximité. Or, tout le monde mange du pain, généralement, le matin, ou ceux qui conduisent des voitures ont besoin de nettoyer leur voiture. Je peux tout à fait imaginer de créer un dépôt de pain, même si je n'ai pas d'argent, en demandant à une boulangerie, en essayant, c'est ce que beaucoup de gens ont fait. Eh bien, donnez-moi une dizaine de baguettes, si c'est la dizaine de baguettes que je peux payer, pour faire un premier dépôt de pain dans mon quartier où il n'y a pas de boulangerie. Quand j'ai vendu les 10 baguettes, je retourne voir le boulanger, je dis j'en veux 20. Il me vend les 20, j'en veux 50, mais je ne peux en payer que 30. Est-ce que vous pouvez m'en donner 20? Une fois vendu, je vous les râle. Vous créez un cycle de confiance et un petit cycle d'activité qui répond aux besoins locaux de votre environnement. Absolument. Donc, premier élément, c'est l'analyse de votre environnement de proximité. Deuxièmement, si ce jeune homme, malgré le fait qu'il n'a pas de compétences spécifiques, regarde dans son quartier et constate qu'un supermarché est en train d'ouvrir, alors, au lieu d'aller envoyer une lettre au supermarché en disant, sous votre haute bienveillance, cette lettre qu'il ne faut plus faire de toute façon, ni un CV en disant je suis en classe de 3e, il va sur le site où le supermarché se construit, demande à voir le chef de chantier ou le propriétaire et lui dit « Monsieur, j'habite dans le quartier, vous êtes en train de construire ce supermarché, j'habite à moins de 3 minutes et en plus je sais, je connais un peu la cartographie des habitants du quartier, voilà ce que je propose. Quand vous construisez le supermarché, je peux vous proposer un service de livraison à domicile. Donc, ceux qui habitent le quartier et qui ne peuvent pas se déplacer, je propose d'aller prendre leur commande, de venir ici, prendre la marchandise, les livrer et vous payer. Qu'est-ce que vous en pensez? Il peut dire oui, il peut dire non, mais il se dit « Ah, ce jeune, il en veut, il réfléchit. » Il faut prendre des initiatives. Des initiatives. Et donc, c'est vraiment ça. Les entreprises attendent des jeunes qu'ils proposent des initiatives, qu'ils soient des forces de proposition et qu'ils créent leur propre métier. Donc, le deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a analysé son environnement, comment on crée son métier dans le cadre de l'environnement qui existe, quand on n'a pas les moyens de créer son activité, mais qu'on peut apporter de la valeur ajoutée à une activité qui existe. Et donc, ce jeune-là, vous voyez, il se retrouve en situation de création de son propre emploi avec l'idée de la boulangerie, que j'ai donnée comme ça. Hein. Ça peut être aussi de la menuiserie dans d'autres domaines, ou l'idée de ce supermarché qui est en train de se créer. Vous dites, tiens, moi je peux vous offrir de la livraison à domicile parce que je sais que certains consommateurs ne peuvent pas se déplacer, etc. Donc, deuxièmement, c'est capacité à proposer et à prendre des initiatives. Absolument. Et ne pas toujours tout attendre de l'État. Non, l'État ne fera pas. L'État ne fera pas, l'État n'a plus les moyens. Et puis, troisièmement, arriver à prendre des initiatives ensemble. Vous savez, comme on dit, ensemble, on va toujours beaucoup plus loin. Seul, on va vite, mais pas assez loin. Et ça aussi, je trouve que les jeunes ne se mettent pas assez ensemble pour construire des projets et mutualiser leurs compétences et leurs ressources. Parce que vous savez, beaucoup d'histoires d'entreprise, tout le monde oublie souvent, c'est commencé très petit. L'histoire du propriétaire des hôtels Radisson. Il était cireur de chaussures dans les rues d'Abidjan. Absolument. Vous voyez ? Et ça, les gens l'oublient souvent. Coca-Cola, quand ils ont commencé, ils avaient vendu à peine 20 canettes quand ils ont commencé. Donc, l'histoire des entreprises, les gens ne les connaissent pas, les dirigeants ne les connaissent pas assez. Et je crois qu'il faut aussi les raconter assez souvent pour inspirer les jeunes, pour qu'ils n'attendent pas tout de l'État et qu'ils ne pensent pas simplement qu'il faille avoir 1 million, 10 millions, 50 millions pour démarrer une aventure professionnelle. Vous avez initié en 1999 le Forum Afrique Talent, qui est un rendez-vous pratique, on va le dire, de mise en relation employeur-demandeur d'emploi. Et vous avez été affligé par ce que vous y avez constaté. L'affluence.
Talent. À la faveur de ces éditions-là. Effectivement, Afrique Talent est né en 1999 à Paris. Et depuis, nous en organisons à peu près 5, dont 4 sur le continent africain. Et d'ailleurs, la prochaine édition a lieu en Côte d'Ivoire dans une dizaine de jours. D'accord. Et ce qu'on constate, c'est l'afflux massif des diplômés, des cadres sans activité à ce salon. Alors, ce forum est censé répondre, c'est vrai, aux besoins des entreprises qui y participent. Donc, c'est un principe de présélection pour les candidats qui viennent rencontrer les entreprises. Mais on se retrouve toujours débordé par le flux massif de candidats qui n'ont pas été invités, qui s'y présentent. Alors oui, c'est un peu un cri de désespoir que je pousse encore, parce que comment on peut avoir formé des milliers de jeunes Africains dans nos pays et ne pas avoir créé les situations pour leur donner des opportunités d'emploi ou de création d'entreprises. Et donc à chaque fois, c'est une sorte de désespoir que nous vivons lorsque nous voyons ces flux massifs de gens un peu désespérés qui veulent simplement rentrer sur le salon, rencontrer, discuter avec des entreprises pour dire voilà ce que je veux, voilà ce que je sais faire. Et donc je trouve ça vraiment déplorable, un peu triste qu'on en soit là en 2017, où nous avons parlé en début d'émission de 5, 7, 10% de croissance, et avec autant de désespoir des jeunes qui sont formés, diplômés. C'est ça le paradoxe. Car si c'était des jeunes sans formation, je dirais, bon, ils n'ont pas de formation, donc c'est peut-être un peu plus difficile pour eux d'avoir une opportunité. Mais non, ils ont été formés. Ils ont fait l'université. Ils ont des bacs plus 4, des bacs plus 5. Et ils se retrouvent sans activité parce que nos économies n'arrivent pas aujourd'hui à créer suffisamment d'emplois, à stimuler un vrai secteur privé pour créer des champions. Et c'est là aussi l'occasion de dire, enfin, aucun pays ne s'est développé sans les champions nationaux. Aucun pays ne se développe qu'avec des multinationales étrangères. Et de temps à autre, j'entends ce discours dans nos pays en disant ce sont les multinationales qui vont développer les pays, les champions nationaux n'ont qu'à se débrouiller par eux-mêmes. Mais non, aux États-Unis, pendant la crise financière, les États-Unis, le pays le plus libéral au monde, ils ont subventionné les entreprises, des banques, des entreprises automobiles pour qu'elles ne ferment pas, pour qu'elles maintiennent l'emploi et restent les champions. En France, c'est arrivé. En Allemagne, c'est arrivé. Et donc, je ne comprends pas qu'en Afrique, on ne comprenne pas que favoriser le développement de champions nationaux, donc qui sont des entreprises locales, avec des acteurs locaux, qui vivent dans le pays, qui ne vont pas s'échapper, même quand il y a une guerre, quand il y a une crise. Ils y vivent, leurs familles y sont, et qui n'envoient pas leurs bénéfices à l'étranger. Les résultats ne les envoient pas à l'étranger, mais profitent au pays. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas des politiques plus dynamiques pour soutenir les champions locaux qui deviennent des champions régionaux, qui créent l'emploi et qui font la fierté. Parce qu'il faut aussi inspirer. Pourquoi des jeunes ivoiriens ne vont rêver que de devenir Bill Gates, de devenir Mark Zuckerberg, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ne rêveraient pas d'être plusieurs Cheikh Ivan qui sont dans les médias, d'être notre frère dont je parlais de l'hôtel Radisson CC, d'être... Vous voyez, donc, nous avons des modèles que nous devons promouvoir en Afrique, à condition aussi que l'État facilite et favorise leur développement. Développement des champions nationaux, ça se fait avec l'appui de l'État. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit libéral, il faut absolument des programmes de soutien aux champions locaux, aux champions régionaux, parce que ce sont eux qui inspirent les Africains, c'est eux qui gardent les fruits de leur croissance dans les pays. Absolument. Et il faut absolument y arriver. C'est cela. Didier à côté, merci. Merci beaucoup. Quant à vous, chers auditeurs, vous ne bougez pas. On se retrouve juste après les infos de 19h pour le deuxième et dernier volet de Check on Air, beaucoup plus digeste et impertinent même. À tout de suite. Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air.